En 2020, aux États-Unis, plusieurs femmes se sont vues refuser des crédits ou obtenir des montants moins élevés que leurs conjoints pour une seule raison. C'est l'affaire Apple Cards Goldman Sachs, on en a parlé dans les médias. En fait, l'idée c'était qu'un algorithme IA qui, sans jamais demander le genre, avait intégré des années de discrimination passées dans ses calculs. Les hommes obtenaient des propositions de financement 20 à 30 fois supérieures à celles de leurs conjointes. C'est sympa. En tout cas, la banque n'a jamais su expliquer pourquoi. Si vous vous référez à la transcription de ce podcast, dont je vous donnerai le lien par la suite, vous retrouverez l'article en question qui parle de ce cas. Et plus récemment, on est en décembre 2023 et cette fois-ci, c'est la Cour de justice européenne qui acte que le scoring automatique de la banque Schufa en Allemagne est entièrement automatisé. Du coup, la décision d'attribuer un crédit bancaire et surtout l'excès de confiance accordé à la décision de l'IA fait que certaines catégories sont sous-représentées et ou stigmatisées sur le terrain d'entraînement des IA et donc du coup sont très maltraitées quant à la décision d'accorder ou pas un crédit. Bref, c'est le cas des indépendants par exemple ou des habitants de quartiers dits sensibles qui se voient refuser du crédit alors que le dossier donne les mêmes garanties à isopérimètre que celui d'un dossier équivalent qui contiendrait des attributs légèrement différents en termes de groupe d'appartenance. Autrement dit, pour la faire simple, si tu vis à Vaux-en-Velin, que tu es indépendant, que tu es solopreneur et que tu es une femme, bien a priori tu n'auras pas les mêmes chances d'obtenir le crédit auto et immobilier que celui qui va vivre en centre-ville de Lyon. On est d'accord, on se pose, c'est le constat. En tout cas, c'est des cas qui sont remontés récemment et il y en a plein d'autres. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de mon podcast « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Aujourd'hui, on s'attaque aux biais de représentation chez les IA et leurs conséquences, mais surtout, on va essayer de voir comment on peut éviter tout ça avec des techniques de prompt, avec des solutions automatisées et plus largement avec des cas d'usage des IA pour faire en sorte de ne pas reproduire l'inégalité salariale persistante entre les hommes et les femmes qui existe depuis des décennies et qui a certainement aussi, par ailleurs, en toute transparence, biaisé l'IA avec de bien mauvaises analyses qu'elle est capacité de produire. Alors, on met notre cape de justicier social et on embarque maintenant. Bienvenue, tu peux te détendre, on est tranquille, c'est le 5e épisode du podcast « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Voilà, le décor est planté. Dans la banque, mais aussi dans le recrutement, la santé ou la justice, dès qu'une IA a une mauvaise vision de ton profil, eh bien, elle peut te fermer toutes les portes. Ou à minima, ne pas les ouvrir en très grand sans que personne ne comprenne pourquoi. C'est plus seulement un sujet de data, c'est une question d'équité sociale. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? Est-ce qu'on va subir tout ça ou est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions pour, en tout cas à notre échelle, améliorer la représentativité, à améliorer l'éthique, à améliorer l'inclusion, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier d'un même résultat quand il est passé à la moulinette d'une IA par rapport à sa demande. Donc, peut-être que tu as envie de militer dans un monde plus juste, moi c'est mon cas. Bref, si tu es en phase avec moi, si tu es aligné, on va passer un bon temps à écouter le podcast ensemble. Et surtout, on va pas baisser les bras, on va rien lâcher. Aujourd'hui, l'Europe impose de nouvelles règles du jeu avec l'IA Act. On en a parlé dans un podcast précédent, à croire que c'est un sujet qui me taraude. Eh bien oui, et quand je donne des formations à l'IA ou au no-code, tout comme quand je m'engage pour la souveraineté des données, j'insiste sur le fait d'aller chercher de la représentativité, parce que plus on aura des échantillons représentatifs, plus on va pouvoir prendre des bonnes décisions qui, je le rappelle, sont toujours basées sur de la prédiction, en tout cas jusqu'à présent. Parce que avant, rappelle-toi, tu prenais tes propres décisions basées sur de la connaissance et la posture est quand même différente, je crois, entre prédiction et connaissance. Donc si tu veux déléguer ton autorité totale à une IA sans la contrôler, ça veut dire que tu acceptes qu'elle te propose des choses sur de la prédiction. Moi, je crois qu'il faut conserver la connaissance,
Et c'est le rôle de l'humain dans cette organisation nouvelle qui se met en place progressivement mois après mois, à savoir que l'IA prédit, et nous on connaît, et on analyse finement tous ces résultats de manière à ne pas rater des choses. Donc, audit, supervision humaine obligatoire, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Documentation, j'insiste, c'est toujours le cas, quels que soient les processus que tu vas enclencher, de les documenter. On le dit bien souvent dans les formations, notamment dans la formation XAR, où je rappelle que la documentation de l'application est essentielle au projet. C'est la même chose ici, on utilise des IA, on va documenter, on va faire des audits IA, et on va expliquer dans l'organisation dans laquelle on se trouve, comment on a audité, quels sont les résultats qu'on a produits, ce que l'on a découvert, et surtout comment on a pu tester ces biais avec des solutions qu'on verra à la fin de l'émission. En tout cas, ce n'est pas qu'une obligation morale, c'est aussi une responsabilité juridique, puisqu'on rapproche ça de l'IA Act, et notamment des décisions de la CNIL en la matière. Donc que tu sois à la tête d'une GAFAM, que tu sois dans une administration, en dirigeant d'une PME industrielle de la vallée de l'Arve ou du Cotentin, ou tout simplement comme moi, entrepreneur dans le no-code à l'IA, eh bien, tu es censé utiliser des IA non biaisées. Donc, on en a fini. L'opacité absolue sur les modèles de scoring, on va devoir expliquer chaque critère, chaque exclusion, et prouver qu'il n'y a pas de discrimination cachée dans le code. Mais j'avoue, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'on va devenir ? En plus, c'est pas qu'une affaire de régulation, parce qu'à notre niveau, que tu sois développeur, manager ou simple citoyen, tu peux agir. Donc on ne se réfugie pas derrière le cadre, on ne se dit pas « Waouh, c'est très contraignant, je ne vais pas y arriver ». Si, tu peux y arriver à ton échelle, avec tes moyens. Tu peux par exemple demander de la transparence, tu peux exiger des audits de la part des fournisseurs d'IA, tu peux contribuer à des jeux de données plus variés en travaillant toi-même sur des données que tu vas placer dans des bases comme Google Sheet, Airtable ou du CSV et que tu vas tester avec des IA, même automatisés avec des petits scénarios mecs pour voir les résultats et voir les écarts types. On en parlera à la fin également de l'émission. Tu peux refuser dans tous les cas de figure ce que j'appelle les boîtes noires, c'est-à-dire ces espèces de grandes masses inconnues où il se passe des choses, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Tu as le droit d'avoir de la transparence, surtout quand il s'agit de ta vie ou de ton avenir. Donc dans la suite du podcast, on va voir comment on peut détecter concrètement les biais, on va même les définir avec les outils open source comme AI Fairness 360. On peut diversifier des équipes IA pour casser des routines inconscientes et surtout, on peut mettre en œuvre au quotidien quelques techniques simples pour que nos outils et nos décisions deviennent vraiment inclusifs et justes. Allez, on attaque et cette fois-ci, c'est nous qui prédisons la suite. À l'été 2025, la CNIL a renforcé contrôle et obligations sur l'audit des biais dans la santé et la medtech, mais aussi la vidéosurveillance, le travail, et elle a annoncé avoir sanctionné plusieurs acteurs pour absence de conformité. Elle n'a pas publié les noms parce qu'on reste sur des procédures encore simplifiées, avec des plans d'action pour remédier aux problématiques, et simplement aussi on veut rester confidentiel. L'objectif de la CNIL aujourd'hui, ce n'est pas de montrer du doigt les mauvais élèves, mais plutôt de faire progresser collectivement afin que l'on puisse mieux apprendre à travailler avec les IA. Donc pour revenir au sujet, définissons d'abord ce qu'est un biais. Ça me paraît être une bonne base pour un bon départ. Alors si j'ouvre le Larousse, il nous dit que le biais c'est un nom masculin qui désigne toute distorsion, déformation systématique d'un échantillon statistique choisi par un procédé défectueux ou d'une évaluation. Si on s'intéresse à Wikipédia maintenant, en statistique, un biais, il nous dit, c'est un écart entre la vraie valeur d'une variable inobservable et la valeur estimée statistiquement ou économétriquement. Et en méthodologie scientifique, un biais c'est une erreur dans la méthode, c'est un non-respect des règles de protocole qui va engendrer des résultats erronés. Ça me parle un peu plus. En tout cas, c'est ce que je dirais une forme de biais cognitif. Voilà. Je crois que en partant sur cette définition du biais, on va se mettre sur la bonne piste pour comprendre un peu tout ça, comment ça marche, et surtout éviter de les reproduire, ces biais.
Je vais d'abord prendre un exemple visuel parce que c'est ce que j'aime bien faire quand je délivre des formations, c'est-à-dire proposer des exemples visuels aux stagiaires, aux apprenants. Ça permet de mieux se projeter et de désacraliser le jargon. Donc, pour reprendre cet exemple visuel, je vais l'appliquer au foot, au basket ou au hand, en tout cas un de ces jeux collectifs qui exprime bien le collectif IA humain que je veux montrer là, maintenant, ici. Donc, repartons sur le foot. Si le terrain de foot est bosselé, si les limites du terrain sont mal dessinées, si la majorité des joueurs qui sont dessus sont tous des potes qui ont l'habitude de jouer entre eux, eh bien la balle risque de prendre des trajectoires différentes de celles qui seraient normalement attendues. Globalement, on n'a pas les mêmes règles. Et le résultat, finalement, c'est que le score final de la partie, parce qu'il y aura forcément un vainqueur et un perdant dans cette partie de foot, risque de pas vraiment refléter la réalité, c'est-à-dire le niveau de préparation des équipes, le travail qu'elles ont fait en amont, la qualité du jeu qu'elles ont produit, puisqu'il y a des choses qui sont biaisées. Imagine un terrain de foot avec une pente à 45 degrés. L'équipe qui est en bas de la pente, elle aura plus de difficultés à aller placer le ballon au fond des filets que celle qui est en haut de la pente. Bon, bref, c'est la même chose avec l'IA. Car on se rappelle, et si on ne se rappelle pas d'ailleurs, le fait que l'IA à la base, c'est un grand enfant, c'est une petite personne qui va apprendre sur des terrains de jeu, sa base de connaissances, son dataset, et qui, ces terrains de jeu, lui, sont fournis par les humains. Et donc, si l'IA a accès à des données imparfaites, car tout commence par les données, donc par exemple des biais de l'histoire, des catégories qui sont sous- ou surreprésentées dans des modèles de prédiction, des comportements qui sont biaisés, et bien tout ça, ça fait qu'elle va même, elle-même, prédire des résultats qui sont déjà faussés par essence. Et si on s'intéresse à ces sujets critiques comme l'emploi ou l'accès au crédit par exemple, eh bien ça va donner des injustices sociales plutôt flagrantes. Je te donne un exemple. Dans le recrutement, si la base d'apprentissage est composée à 80% de CV d'hommes, l'IA, inconsciemment, elle va privilégier ce profil. Et pourquoi pas, puisqu'on lui dit qu'il y a 80% de CV d'hommes, pourquoi irait-elle chercher des femmes? Même chose pour les minorités, pour les quartiers, pour les situations professionnelles dites atypiques. Donc les datasets, là où elle va commencer à jouer, eh bien, sont des espaces qui sont indispensables à traiter d'une manière fair, d'une manière juste, pour éviter que l'IA raconte n'importe quoi, ou en tout cas, c'est pas une question de raconter n'importe quoi, mais c'est plutôt de produire des résultats qui sont cohérents avec ce qu'on lui propose. Si c'est biaisé, elle sera biaisée. Donc en gros, un biais, c'est une erreur systématique, une déformation du réel dans la manière dont un algorithme apprend ou prend sa décision. Ça se glisse partout. Ça se glisse dans les données, on l'a vu, ça se glisse dans le code également, le code qu'on peut injecter quand on programme une IA à répondre, mais ça peut aussi se glisser dans la façon dont on va poser la question parce que nous-mêmes, on a nos propres biais. Bon, bref. Maintenant qu'on a défini le biais, on va s'amuser à lister des types de biais qu'il faudra surveiller quand on veut analyser les résultats qui sont produits par une IA. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est amusant. Et puis on est sur un terrain de jeu quand même. Allez, on commence avec le biais de sélection. Par exemple, dans le RH, tu travailles avec une IA dont le dataset surreprésente les hommes, c'est ce que je disais juste avant. Eh bien, tu obtiens des résultats qui sont biaisés. Amuse-toi par exemple à prompter un chatbot avec ce prompt. Conseille-moi des modèles de rôle en informatique et regarde ce qu'il va te proposer. Si ta liste contient uniquement ou quasiment uniquement des hommes, tu peux être sûr que le dataset d'origine manque de diversité. Ça conduit même à une uniformisation de la pensée, je crois. Après, second biais, le biais d'entraînement. C'est quand le modèle s'entraîne à partir de contextes américains ou chinois, qui est la grosse norme. Culturellement, c'est pas tout à fait le même contexte quand même qu'en Afrique, en Amérique du Sud ou en Europe. Et encore, je ne parle même pas des disparités locales. On retrouve ça assez fréquemment avec les outils qui te proposent l'analyse du sentiment, par exemple. Et encore, ce critère ne doit même pas être utilisé en Europe, car le RGPD veille à ce que ça ne soit pas un critère de prise de décision, et je trouve ça juste normal.
Tu as aussi le biais d'observation. Alors là, celui-là, il est pas mal. En fait, les prédictions de l'IA sont basées sur l'occurrence. Donc plus la caractéristique ou le comportement est présent dans un dataset, plus il va sortir. C'est l'algo des réseaux sociaux, des plateformes sociales, ou les réponses aux questions qui sont posées dans la fenêtre de contexte de l'IA. Tu sais, le truc communément accepté qui dit qu'on classe mieux ce qui laisse le plus de traces numériques, quitte à ce que ces traces elles-mêmes soient pourries. Donc, justement, j'écoutais récemment le directeur de la BPI dire sur LinkedIn que nous autres entrepreneurs devons prendre la parole sur des réseaux comme TikTok en utilisant les codes d'aujourd'hui pour faire face aux ennemis de nos économies qui veulent tout saboter. Là, c'est exactement ça dont on parle. Laisser des traces, augmenter les traces de ces passages pour sortir dans les algorithmes IA notamment. Et comme il le disait, avoir discuté avec une personne qui fait des porn madeleines, j'ai halluciné. C'est quoi les porn madeleines? En gros, c'est des madeleines énormes, disait-elle, qui dégoulinent de chocolat. C'est la culture du porn ramenée dans la cuisine. En fait, il me disait, il faudrait qu'on communique comme ça, pour finalement ingurgiter dans les datasets du porn à tous les étages. Bon, moi, je vais faire du porn podcast? Non, je crois pas. Je crois plutôt qu'il faut faire tourner plusieurs agents qui sont coordonnés par un agent central pour avoir une diversité des réponses qui sont basées sur l'observation. Je crois beaucoup à ça, et aujourd'hui, il y a des systèmes d'agents coordonnés intelligents. Je pense exactement à Dust, qui est en plus un projet français souverain, qui permet de programmer tous ces agents, et c'est un vrai bonheur de les faire travailler ensemble. Ça devient des agents qui sont des coopérants de nos propres actions humaines. En tout cas, c'est plus juste, c'est fair, c'est éthique et c'est sincère pour moi. Et par ailleurs, c'est ce que j'apprends à faire quand je fais une formation à la création d'agents IA. Je ne ferai pas du porn formation. Allez, je poursuis parce que des biais, il y en a plein d'autres. On prend le biais de l'attribution. Celui-là, il est pas mal relié au scoring bancaire. Tu sais, c'est quand l'IA prend justement la décision de t'accorder ou pas un prêt pour l'achat de ton logement. C'est l'algo qui va exagérer certaines caractéristiques qui sont corrélées à ta situation. C'est donc le fameux biais d'attribution. Tu vois, tu vis dans un quartier compliqué, par exemple, avec un taux de chômage élevé, un nombre de bénéficiaires des aides sociales important. Donc, pour lui, tu es dans la zone rouge, red flag. Il va prédire que tu ne vas pas pouvoir rembourser tes échéances. Alors, c'est sûr, la banque ne te connaît pas quand tu lui demandes de te prêter de l'argent. Et donc, elle se range uniquement sur la vie de l'IA. Elle ne saura jamais si tu es un entrepreneur actif depuis 2019, que tu as 50 bilans, que tu fais travailler 2 salariés et que tu payes tes factures d'électricité et de téléphone en rubis sur l'ongle depuis 20 ans. Passons au biais de confirmation. C'est quoi celui-là? C'est quand l'IA renforce ce que le dataset initial où elle s'entraîne lui a appris. Grosso modo, elle ajoute au dataset ses propres prédictions. C'est l'effet boule de neige, quoi. Et ça finit par une avalanche de prédictions futures encore plus biaisées. Pour visualiser le truc, tu prends un marqueur noir, tu tires une ligne sur ta feuille A4, et puis tu repasses dessus, encore et encore, en débordant légèrement du trait précédent à chaque fois. À la fin, tu as quoi? Tu as une feuille toute noire. Et là encore, je viens moi-même de produire un biais cognitif en choisissant la couleur noire, parce qu'on associe toujours le noir au négatif, broyer du noir par exemple, alors que le noir c'est beautiful. Allez, on l'aurait fait. Tu prends un marqueur vert et tu auras le même résultat. J'ai identifié encore 4 autres biais qui me viennent là à l'esprit. Le biais algorithmique ou le pipeline. Là, ça va être plutôt la manière de construire la prédiction et non le dataset initial qui porte à biaiser la réponse. C'est le code que tu écris, par exemple, si tu écris du code pour créer des IA. Le prompt que tu biaises avec tes propres biais et que tu vas injecter. Le mode de raisonnement que tu déclenches. Par exemple, tu devs une IA et tu joues sur ton code en donnant à l'IA 10 points de bonus si la formation no-code vient d'écoles reconnues ou qui laisse des traces numériques en nombre sur les réseaux. Eh bien, ton IA va rejeter tous les profils autodidactes, les écoles moins visibles comme la nôtre, Impulp.tech, alors que nous avons des compétences solides en pédagogie active et en savoir-faire de programmation. Mais le biais, c'est pas dans les données là, c'est bien dans le scoring que tu as codé. On a un biais d'exclusion aussi, c'est en gros quand le profil est tout simplement absent de la base, donc exclu de toute décision. Il ne risque pas d'apparaître dans les réponses que l'IA va te proposer. Ensuite, on a l'interprétation biaisée, ou le biais d'interprétation. Alors lui, il repose sur une analyse des liens qui sont proposés par l'IA sans challenger le contexte ou le métier. Par exemple, je me suis amusé à prompter Gemini avec ce prompt. Quel métier proposer à une femme dans la finance? Alors c'est vrai, j'ai obtenu des résultats qui sont en lien, comme des métiers de conseillère en gestion de patrimoine, ou gérante de portefeuille, ou auditrice interne, ou comptable. Mais quand j'ai prompté cette fois-ci quels sont les métiers de la finance, là j'ai aussi obtenu trésorier, DAF, trader, banquier d'investissement,
à croire que les femmes se cantonnent à un rôle de comptable, de chargé d'affaires, voire d'analyste, mais qu'elles n'auraient pas les capacités à diriger ou à réaliser des opérations financières, par exemple, et de toucher les salaires qui vont avec, bien entendu. Enfin, le dernier biais que j'ai identifié, c'est le biais de mesure. Quand c'est l'humain qui note à la main au départ du processus de requête et donc introduit un élément subjectif par défaut. Ah, car oui, nous sommes tous des sujets, n'est-ce pas? Je te donne un exemple. Essaye de faire annoter 100 CV par différentes personnes pour le critère motivation du candidat. Eh bien, tu vas obtenir à peu près 100 appréciations individuelles différentes. Si tu entraînes l'IA sur ce simple dataset, tu vas reproduire l'arbitrage humain de départ. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si les IA biaisent les réponses? Résistance, apathie, abandon, reprise en main. Coopération, coopération, coopération. Remettre le sens critique au cœur du système. Éducation, coopération, motivation, valorisation. Parfait. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on va appliquer, qu'on soit un simple utilisateur ou un chef de projet ou un développeur no-code, low-code, et avoir des garanties de réponse qui soient exploitables sans biais, s'aligner avec les exigences de l'IA Act, on a déjà vu par ailleurs. Alors, même si mon podcast s'adresse aussi aux data scientists qui bossent chez Google, car je ne voudrais pas biaiser mon audience, pour autant, je ne suis pas sûr qu'ils m'écoutent en ce moment. Mais je vais essayer de vous donner une méthodologie applicable qui peut vous aider dans la production des prédictions des agents et qui vous confère une posture dans votre entreprise ou chez vos clients par rapport au Shadow AI ou au Shadow IT. Donc, à vos stylos, mesdames et messieurs, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et pour savoir, il faut être capable de tracer. Donc demande systématiquement sur quoi cette IA a-t-elle été entraînée. Si tu es salarié, adresse ta question au chef de produit ou au chef de projet, à la personne référente du RGPD dans ta boîte ou à la DSI, l'innovation quand ces départements existent. Si tu es indépendant, tu es freelance, agence, prestataire, adresse le support technique ou directement le fournisseur avec une question toute simple. Pouvez-vous me fournir les caractéristiques du dataset d'entraînement ou une documentation sur les biais audités? Si tu fais de la formation, comme moi, si tu pilotes un projet tech no-code, demande aux éditeurs de ta plateforme ou sans détour à la communauté forum officielle de l'Office. Quelles sont vos mesures sur les biais de l'IA? Et en tant qu'usager ou citoyen, demande par mail ou via des formulaires de contact un extrait de la politique d'IA du service en ligne. Parce que c'est un droit, c'est pas du luxe. Je te propose un message tout simple que tu peux faire passer et qui contient toutes tes interrogations. Ouvrons les guillemets. Bonjour, pouvez-vous me préciser sur quelles données votre IA ou votre modèle a-t-il été entraîné? Procédez-vous à des audits de biais? Si oui, sur quels critères? Et qui assure le contrôle humain de vos décisions automatisées? Voilà, dès que tu auras une réponse, tu vas pouvoir l'analyser et cette qualité de la réponse va te donner envie de poursuivre ton utilisation de l'IA concernée que tu es en train d'interroger ou pas. Car une fois que tu as les réponses, tu vas compiler tout ça dans une fiche d'audit ou d'identité des datasets. Tu vas pouvoir la structurer avec des sections claires comme qui a validé quoi, sur quelle population, avec quel test, quels sont les résultats d'équité ou fairness en anglais qui ont été obtenus par l'IA et tu vas pouvoir déjà constituer ta première documentation. Je le disais précédemment, la documentation est essentielle quand tu travailles au sein d'une entreprise avec une équipe ou un collectif. La deuxième étape,
là tu vas chercher à diversifier les regards et les retours d'expérience. Donc tu vas réunir toutes les parties prenantes au projet IA, les techs, le métier, les usagers, internes, externes, pour avoir des points de vue différents et détecter des réticences éventuelles de certaines équipes à l'embarquement de l'IA, parce que tout le monde n'est pas favorable à la déployer au sein de l'entreprise. Donc tu peux de là mettre en place des formations internes pour faire tester le bot et obtenir des réactions que tu pourras consigner dans un grand livre. Alors ici, c'est pile poil mon périmètre. Et si tu veux, tu me contactes car je peux t'aider à mettre en place ces formations. C'est une petite parenthèse publicitaire, tu l'auras bien compris, mais pas que. Troisième temps, on va outiller l'outil. Alors plutôt, ce stade, ce sont les data scientists qui vont auditer, car les outils sont accessibles majoritairement en open source aux techs qui ont des compétences en programmation Python. Comment tu vas faire ça ? Si tu es tech, si tu es dev, tu vas pouvoir utiliser des outils sur étagère comme AI Fairness 360, c'est de l'open source. Fairlearn de Microsoft également, en open source. Il y a, je crois, aussi What If Tool de Google. Tout ça, c'est des outils qui vont aider les data scientists à améliorer l'équité des systèmes d'IA. AI Fairness 360, c'est un outil que Microsoft a transféré à la fondation LFAI en juillet 2020. C'est une grosse boîte à outils qui te permet d'examiner, de signaler, d'atténuer la discrimination et les biais dans les modèles de machine learning tout au long du cycle de vie de ces applications. Alors oui, il faut avoir des compétences en Python ou en R pour faire tourner l'application, mais ça se trouve. L'idée, encore une fois ici, c'est de rendre les productions plus éthiques et plus inclusives, notamment dans des secteurs qui sont relativement dits sensibles, la santé, et encore quand je dis relativement, je devrais dire qu'ils sont complètement dits sensibles, la santé, les RH, l'éducation. Fairlearn de Microsoft, même chose que l'autre. Il te permet d'avoir des cas d'usage, des guides, tout ça pour améliorer l'équité des systèmes d'IA. Je donne des liens à la fin de mon podcast pour ceux qui veulent voir la formation en transcrite sur le site impulp.tech où tu peux retrouver ces outils, ainsi qu'une très bonne ressource utile pour la posture cette fois-ci qui est proposée par la CNIL en Corel sous forme d'accu et de checklist à suivre. Le lien donc c'est https://knil.fr/intelligence-artificielle et encore une fois sur le blog d'impulp.tech tu peux retrouver ce lien et t'inspirer. Et si tu fais du no-code, parce que tout le monde n'est pas un dev Python ou un data scientist. En fait, il y a de plus en plus de plateformes qui vont proposer des modules, ce qu'on appelle Audit Fairness. Il ne faut pas hésiter à questionner l'éditeur ou à rechercher le module correspondant si tu utilises des outils d'automatisation comme Zapier ou Make. Avec Make, tu ne feras pas un audit math-stat comme un data scientist va le faire avec les outils que j'ai listés précédemment, mais tu pourras tester à partir de tables de données que tu vas créer, dans lesquelles tu vas mettre des profils, par exemple un profil sexe, ville, âge sur différentes lignes, tu fais ça dans Airtable, tu fais ça dans un fichier CSV, tu fais ça sur Google Sheet, et tu vas voir en fonction des prompts, des réponses, le ton, l'issue d'un modèle d'IA que tu es en train de tester, si c'est homogène ou si c'est vraiment produit avec des écart-types conséquents. Ça te permet, à la base d'un dataset que tu as défini par toi-même, de regarder quelles sont les IA qui te paraissent les plus biaisées et de celles qui te paraissent les moins biaisées dans leurs réponses. Moi, je dirais que passer 1 heure par mois, quand on veut prendre cette posture, quand on a un rôle de responsable IA dans une entreprise, quel que soit le titre que l'on va te donner, donc passer 1 heure par mois pour auditer tes processus ou des décisions clés avec l'un de ces outils que tu utilises en tant que data scientist ou que tu fabriques toi-même si tu es un no-codeur, même si c'est du mode bac à sable, ça permet quand même de suivre l'évolution de l'IA ou des IA qui sont déployées dans les entreprises et de documenter tes résultats qui viennent en complément de la fiche de renseignement que tu as élaborée au tout début. Cette documentation compréhensive de tes travaux sur la réduction des biais des IA utilisés dans l'entreprise va permettre en fait à l'organisation avec laquelle ou pour laquelle tu travailles d'assurer des performances qui sont bien meilleures dans ses prises de décision et de se poser sur une assise morale et éthique qu'elle pourra d'ailleurs revendiquer, par exemple dans sa politique RSE et ses fondamentaux. Bref, l'audit IA, ce n'est plus une compétence de demain, c'est déjà une compétence de 2025. Va voir, manipule, compare et tu en parles autour de toi.
Et si tu découvres ou utilises d'autres outils, viens les partager avec nous, communauté inpulp.tech, parce qu'on a besoin de toutes ces contributions pour nourrir le collectif. Pareil, tu te connectes à inpulp.tech et tu trouveras dans l'onglet communauté l'accès à notre communauté qui est sur Skool. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va Bon, on a posé la définition du biais, on a vu les différents biais qui peuvent impacter les résultats des IA avec lesquels on bosse, et on a vu aussi quelques moyens pour améliorer la qualité des IA avec lesquels justement on travaille. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans une note positive, ça fait aussi partie du jeu dans Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, je parle de LinkedIn qui, en 2024, a introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche d'emploi basée sur l'intelligence artificielle générative. Ce moteur, il est capable d'interpréter les attentes des candidats de façon plus fluide et il a été très clairement conçu pour réduire les biais algorithmiques dans les suggestions d'offres et la présélection. Ce qui me semble légitime de la part de LinkedIn d'avoir initié et concrétisé cette démarche à partir du moment où on sait que le marché du recrutement, c'est un de ces modèles générateurs de revenus principaux. En tout cas, grâce aux audits d'équité interne et à l'intégration des techniques de fairness équité issues de travaux comme Fairlearn ou AI Fairness 360 dont j'ai parlé, la plateforme a pu constater, chiffre à l'appui, une augmentation de 30% du taux de découverte d'offres alternatives, en particulier chez les profils jusque-là atypiques ou en reconversion, souvent écartés par les anciens modèles classiques. Ben voilà, quand on veut, on peut. Et on va se quitter avec un mini quiz en 3 questions pour terminer le podcast. Question 1, je la pose. C'est du vrai ou c'est du faux? Un bolet 1. L'IA ne peut pas être biaisée si elle ne connaît pas le genre ou l'origine d'un candidat dans les données. Question numéro 2. Parmi ces méthodes, laquelle n'est pas une façon de détecter un biais dans un modèle IA? Proposition numéro 1. Comparer les résultats sur plusieurs profils identiques à un critère près. Proposition numéro 2. Consulter les statistiques globales du modèle. Proposition numéro 3. Multiplier les tests en changeant une variable sensible. L'âge, le genre, la localisation. Et enfin, question 3. Si je veux agir dès demain pour plus d'équité dans mon workflow IA ou no-code, quelle est la première chose que je vais faire? Proposition numéro 1, demander la fiche d'identité du dataset ou du modèle. Proposition numéro 2, changer d'outil sans vérifier. Proposition numéro 3, attendre qu'un scandale éclate. Eh bien, je pense que si tu as écouté attentivement le podcast, tu devrais pouvoir trouver les réponses à ces 3 questions. Et si tu ne l'as pas fait attentivement, je t'invite soit à le réécouter attentivement, soit à te connecter à inpulp.tech pour trouver les réponses dans l'article de blog que j'y ai posté et venir en même temps rejoindre notre communauté bienveillante, pédagogique, sur l'IA et sur le no-code. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne semaine et je te retrouve au prochain numéro de Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
te casse.